Salut, ici Guillaume Hachet. Vous écoutez 70 minutes avec. Et là, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu énormément de retours positifs suite au dernier épisode. Vous avez été nombreux à apprécier notre entretien au sujet des réactionnaires, des guerres culturelles et autres paniques morales. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on part sur un sujet très différent, sur lequel je reviens régulièrement dans cette minutes avec. On va parler d'autisme. Je vous cache pas que c'est peut-être l'épisode le plus niche que j'ai jamais sorti. Ma discussion avec Marco Di Duca est centrée sur l'arrêt, entre guillemets, de la prise en charge des patients adultes en demande d'un diagnostic d'autisme au sein du CRAL au CHU de Liège. Donc voilà, quand je vous dis que c'est niche, c'est vraiment un sujet précis. Si vous êtes concerné de près ou de loin par l'autisme ou que vous suivez ces actualités, je pense que vous allez passer un très bon moment. On aborde énormément de sujets passionnants liés à la neurodiversité et à comment elle n'est pas prise en charge par nos institutions en Belgique. Si en revanche, vous ne connaissez rien à l'autisme et à la neurodiversité de près ou de loin, que peut-être vous vivez loin de notre petite Belgique, c'est pas impossible que le sujet soit un peu compliqué. Je pense franchement que ça reste accessible. Mais peut-être que c'est pas une mauvaise idée de suivre un petit cours accéléré sur ces questions. Pour ça, vous pouvez soit écouter mon passage à l'RTBF où j'explique l'autisme en 10 minutes, ou bien vous pouvez aussi écouter l'épisode du podcast avec la formidable Julie Daché. C'était il y a déjà 3 ans. J'ai mis tous les liens en description. Je rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas que je suis autiste, et donc ça ne vous surprendra pas de constater que je parle nettement plus que d'habitude dans cet épisode, puisque tout ça me concerne directement. Bonne écoute! J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Marco Di Duca. Marco, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous vous spécialisez en ce qui concerne l'autisme et le diagnostic de l'autisme en privé, chez l'adulte. Vous travaillez également en collaboration avec le CRAL, le Centre de ressources autisme de Liège. On va avoir l'occasion de parler aujourd'hui, de faire le point sur le paysage en ce qui concerne l'autisme en Belgique, les ressources, les institutions, la fameuse question du diagnostic chez l'adulte. Avant de se lancer au cœur du sujet, je vais vous poser une question au sujet de vous-même, de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser sur le sujet de l'autisme et depuis combien de temps est-ce que vous travaillez là-dessus ? C'est un peu un hasard ou un concours de circonstances. En fait, mon parcours professionnel, dès la fin de mes études universitaires, moi j'ai plus travaillé, j'ai fait un passage par l'Université libre de Bruxelles dans un centre de formation et un centre de formation et de recherche consacré essentiellement à la question du handicap. Ok. Donc j'ai longtemps travaillé dans ce centre, j'ai une vingtaine d'années à peu près, en abordant entre autres comme question, toute la question de, à l'époque on parlait d'intégration, pas encore d'inclusion, mais toute la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et quand le centre de ressources autisme Liège s'est ouvert, ils ont cherché des professionnels qui avaient un parcours soit très directement avec des enfants, des adolescents, des adultes autistes ou des questions annexes. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé de travailler au départ aussi parce que j'ai une formation de psychologue systémicien de la famille, donc j'accompagnais beaucoup les familles des autistes, enfants ou adolescents et adultes. Et donc ça fait une quinzaine d'années ? Une quinzaine d'années que j'ai abordé de manière plus spécifique toute la question de l'autisme et en particulier la question des adultes autistes qu'on qualifie parfois ou souvent sans déficience intellectuelle. C'est ça, alors on va reparler de toutes ces distinctions. Et donc j'ai choisi de vous interviewer, vous, parce que donc, ces derniers mois, on a eu quelques actualités liées à l'autisme en Belgique, notamment pour refaire un petit peu le point. Donc je rappelle qu'en Belgique, quand on veut obtenir un diagnostic officiel et reconnu avec des éventuelles reconnaissances de handicap et des éventuels aménagements, il faut passer par des centres de ressources autisme. Il y en a de nombreux en Flandre, il y en a un, je crois, à Bruxelles, et il y en a quelques-uns. Une poignée de centres en Wallonie, dont l'écrasante majorité ne traite que les enfants. Et il y avait donc le CRAL, le Centre de ressources autisme de Liège, dont on a parlé, qui continuait à ouvrir sa porte au dossier des personnes autistes adultes, ou en tout cas en recherche d'un tel diagnostic. Et disons qu'il y a eu des rumeurs, des
des informations qui avaient fuité comme quoi on songeait à fermer la porte aux adultes au sein du CRAL. Et donc il y a eu quelques interviews, notamment sur RTL, sur RTC Liège, où on voyait passer l'un ou l'autre directeur médical qui... voilà, Pierre Gillet, directeur médical du CRAL, qui disait que voilà, tout ça a tendance à augmenter par des phénomènes qu'on connaît bien, le numérique, l'addiction à une série de choses, on veut tout de suite, et ça aboutit à un certain recul de l'individu qu'on pourrait étiqueter autiste. Donc voilà, des discours comme ça, qui, personnellement, je trouvais assez aberrants. Et donc, cette inquiétude de dire, mais voilà, il y a un dernier centre qui accepte les patients autistes. La file d'attente l'année passée, quand on téléphonait, quand on envoyait une demande, la file d'attente était de 16 ans. Puis une menace de devoir fermer ce centre, en tout cas aux personnes adultes. Et avec des discours assez consternants dans les médias pour l'expliquer. Donc vous travaillez au sein du CRAL, et vous avez un discours peut-être un peu dissident. Il n'est pas la même ligne, disons, que celle de Pierre Gillet ou de Eric Adam qu'on a pu entendre dans les médias. Alors, je vais vous poser simplement la question, est-ce que ce centre pour adultes va fermer ? Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, si j'ai un discours politiquement correct, je vous dirais que la situation est en construction et qu'il n'y a pas de fermeture annoncée, mais une réorganisation. Si j'ai un discours un peu moins policé, peut-être quelques précisions, mais je pense qu'elles sont importantes et je n'élude pas du tout la question. J'ai envie de préciser 2 ou 3 choses pour éviter... Dites-moi. Donc d'abord, les centres de référence autisme, il y en a 4 en région wallonne et Bruxelles. Donc il y en a 2 à Bruxelles, il y en a actuellement 2 en région wallonne, il y en a un à Mons, un à Liège et un 3e qui va s'ouvrir à Namur. Tous les centres sont conventionnés à l'origine, autant pour le diagnostic enfant que pour les diagnostics adultes. Donc ça c'est important à l'origine, oui, dans la convention avec l'INAMI. Exactement. Et ça, c'est important de le signaler. Et c'est une enveloppe fermée. C'est une enveloppe fermée. Alors, on va rentrer dans les détails financiers, mais c'est une enveloppe fermée et en même temps, insuffisante, mais confortable. On ne peut pas dire non plus que l'enveloppe au départ était insuffisante. Historiquement, si tous les centres étaient susceptibles d'accompagner, de diagnostiquer et d'accompagner des adultes, il se fait que le CRAL est le seul à l'avoir fait de manière aussi systématique. Certains centres, énonçant volontairement leur décision de ne pas accompagner, de ne pas diagnostiquer des adultes et des enfants, pour des tas, j'ai envie de dire, de bonnes raisons. D'abord parce qu'ils en avaient le droit, ensuite parce qu'ils estimaient que leur compétence était plus celle-là. Et donc le CRAL a développé cette compétence, j'ai envie de dire cette expertise, et est devenu un peu, au fur et à mesure des années, le seul centre à effectivement réaliser des diagnostics chez les adultes, avec notamment pour conséquence une liste d'attente qui a augmenté. Voilà, en termes d'ordre d'idée, il y a à peu près 4 ans, on était à 50 de durée de liste d'attente. Quand j'ai moi-même téléphoné en 2019, c'était effectivement une durée de 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Ouais. Et les chiffres ont explosé sur les 4 dernières années. Et d'un point de vue très théorique, ils sont arrivés à 16 ans. Pourquoi très théorique ? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de liste d'attente. On sort de la réalité, oui. Voilà, on est hors réalité. Alors cette question de la liste d'attente, elle a été... il ne faut pas croire non plus que les gens du CRAL n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'au moment du transfert de compétences de l'INAMI vers les régions, il y a eu une interpellation des autorités pour dire, mais voilà... que faire ? Est-ce que vous ne pourriez pas libérer plus de moyens ? Parce que même si l'enveloppe est confortable, elle est limitée. Plus de moyens qu'on puisse résorber progressivement cette liste d'attente. Ça, c'est un élément de précision. Le deuxième élément de précision important quand même, c'est la notion de diagnostic officiel. Donc, les centres de ressources autisme ont notamment comme mission de poser des diagnostics, d'assurer une espèce de suivi des patients ou de leur famille, mais aussi d'assurer que ce diagnostic soit qualitativement, soit d'une qualité importante.
et de réaliser ou des recherches, ou en tout cas d'avoir une formation et de mener des formations, des informations auprès des professionnels. Donc, le diagnostic a un caractère, entre guillemets, je mets bien des guillemets, plus officiel. D'autres peuvent poser des diagnostics. Après, on peut questionner la notion de qualité, la notion de pluridisciplinarité, etc. etc. Moi, à titre personnel, dans le cadre de mes activités libérales, je pose des diagnostics. Après, je sais que pour la toute grande, en tout cas j'espère, pour la toute grande majorité des gens que j'accompagne, ce diagnostic a une valeur. Pour les autorités, tout dépend de quelle autorité il s'agit. Je vais prendre un exemple simple. Des étudiants qui demandent des aménagements pour leurs études, donc des étudiants universitaires, en fonction de l'université, le diagnostic que je vais pouvoir réaliser va être accepté et suffisant ou pas. D'université à l'autre, par exemple, vous avez une expérience de ce type avec une université en particulier? Oui, moi, si l'étudiant est à l'université de Liège ou à l'université de Bruxelles, mon rapport va suffire. Si l'étudiant est à l'université de Louvain-la-Neuve, les choses seront moins facilement acceptées. Voilà. Pour prendre un exemple, c'est clair, c'est pratique. Et donc, de mon point de vue, je dirais que un diagnostic en libéral, c'est généralement la démarche d'une personne qui cherche des réponses au sujet d'elle-même et qui... Voilà, il y a des personnes qui sont en questionnement, qui refusent de s'auto-diagnostiquer et qui veulent vraiment avoir une réponse, avoir une confirmation de la part d'une autorité, une autorité médicale, un psychologue par exemple spécialisé. Voilà, certaines personnes. D'autres chercheront effectivement la reconnaissance des autorités publiques, le fait que ce soit établi, objectif, qu'ils puissent aller avec ça, auprès de, par exemple, à l'Université catholique de Louvain, un truc très... quelque chose qui soit reconnu par le paysage des institutions en Belgique. Donc c'est des démarches un petit peu différentes. Et donc on en revient à la question donc, du CRAL. Je posais la question, est-ce que c'est la fin des diagnostics adultes au Centre de ressources autisme de Liège? Mais c'est la fin sous cette forme. Voilà, en tout cas, c'est la fin. Il y a en tout cas une transition. Il y a une transition. C'est la fin du diagnostic dans le cadre de la convention. Et donc, l'enjeu, et je rebondis un peu sur peut-être ces propos un peu malheureux de M. Gillet. Les adultes autistes ou qui s'interrogent sur leur autisme éventuel le font généralement, quand je dis généralement, dans la grande majorité des situations, à l'issue d'un parcours qui est un parcours de vie compliqué. Alors compliqué parfois dans des choses excessivement concrètes. On connaît par exemple notamment les difficultés d'emploi des adultes autistes. Oui, et on peut même parler de manière générale d'une grande corrélation, une grande coïncidence, disons, entre des personnes dépressives, des personnes suicidaires, des personnes qui pratiquent de l'automutilation, des personnes qui vont recevoir des mauvais diagnostics être entrées en psychiatrisation, être internées. Oui, il y a des parcours difficiles de toutes les sortes. Oui. Et vous faites bien d'insister là-dessus. Donc des parcours très difficiles. Et donc on n'est pas dans une espèce de coquetterie qui un peu à la mode, qui voudrait qui laisserait penser que les personnes autistes, à un moment donné, s'interrogent sur leur situation. Parce qu'ils ont vu un feuilleton qui aborde la question. On n'est pas du tout dans... Oui, c'est un argument qui revient beaucoup, c'est que c'est un peu une mode, quoi. Voilà. Et c'est une idée assez ignare, qui n'est pas basée sur grand-chose à mon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un argument qu'on entend chez les adultes, pas tellement chez les enfants. Parle au sujet des adultes et pas tellement au sujet des enfants. Et je pense que c'est révélateur du fait que... Ça dérange, ça interroge le fait de parler de l'autisme chez l'adulte
Parce que disons que parler des enfants autistes, il y a souvent un discours qui se rapproche du caritatif, qui se rapproche on va prendre soin, on va les prendre en charge, ces enfants autistes, on va les aider, on va leur tendre la main. Alors que quand on parle des personnes autistes adultes, on est plus sur un discours de l'inclusion, de demander à dire, ben voilà, parlons d'équité, parlons d'aménagement. Et j'ai le sentiment, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que la question de l'autisme chez l'adulte dérange un petit peu auprès de certaines institutions. Et voilà, il produit ce genre de discours, comme quoi c'est un effet de mode. Oui, mais je réfléchissais au mot déranger. L'autisme adulte remet plein de choses en question. Voilà, vraiment. Et notamment le statut du professionnel. Moi, généralement, quand je rencontre des adultes, ce sont des gens qui sont excessivement bien informés de la question de l'autisme. C'est des gens qui en font parfois un intérêt restreint, si je peux me permettre. Et donc, ils remettent en question le statut d'un psychiatre, le statut d'un psychologue. Ça, c'est un aspect. Ils dérangent parce que Est-ce que vous êtes en train de dire que le psychologue est alors un petit peu agacé et dérangé d'être face à quelqu'un qui pense déjà avoir la réponse et que c'est un facteur dans le... Mais ils peuvent l'être. Je ne vais pas tirer à vue sur mes collègues psy et psychiatres, mais ils peuvent être dérangés par ou remis en question. L'adulte autiste remet en question certaines natures d'accompagnement. Je vais prendre des exemples bêtes, mais la majorité des psys, quand vous rentrez dans leur cabinet, une de leurs premières questions, c'est de vous demander comment vous allez. C'est effectivement une question qui n'est pas forcément idéale pour les personnes autistes. Mais totalement. On peut peut-être expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une difficulté à poser des mots sur un ressenti, à décrire exactement ce qui se passe dans notre tête. C'est pas forcément facile. Oui, pour certains plus que pour d'autres, il y a des difficultés. Mais effectivement, j'ai souvent entendu des camarades autistes dire je n'aime pas cette question, arrête de me la poser. Alors, ça m'oblige de rebondir sur un autre aspect, c'est que vous pointiez la différence de regard posé sur l'autisme enfant, l'autisme adulte. Voilà, les gens que j'accompagne, adultes ou adolescents, certains me disent qu'ils avaient préparé d'avance la réponse qu'ils allaient donner à cette question, y compris quand ils étaient adolescents, et qu'ils bénéficiaient d'un suivi et non diagnostiqué. Préparer une réponse à la question « Comment ça va ?» Exactement. Okay. Exactement. Oui, voilà. Oui, on scripte, on prépare, on anticipe. Tout ça est très autiste, oui. Et donc, il y a des parcours, des suivis psychothérapeutiques de plusieurs années qui se sont construits avec des adolescents sur des bases complètement fausses. Et donc en ça dérange aussi. Ça remet en question. Alors, déranger, j'utilise pas ce mot. Mais les bases complètement fausses. C'est-à-dire que vous avez des psys qui accompagnent des adolescents qui sont parfois, donc qui sont en grand mal-être, sans nécessairement identifier l'origine de ces difficultés, sans même pouvoir mettre des mots, qui sont parfois poussés dans le dos par leurs parents pour aller voir monsieur ou madame le psy, et qui font semblant. C'est ça, oui. Donc vous êtes en train de dire que le masking, le fait de porter un masque et de se demander comment est-ce que je dois paraître, comment est-ce que je dois me couler dans le moule et disparaître parmi les autres, sembler normal. On va compenser, disons, on va masquer, oui, voilà, une différence par intellect. On va réfléchir à quoi est-ce que je dois ressembler, quelle doit être ma réponse. Et donc, et vous dites que c'est quelque chose dont les psys n'ont pas forcément conscience et dont ils ne tiennent pas forcément compte. Quand ils sont face à de tels patients. Tout à fait. Et voilà, moi, personne ne peut nécessairement leur emporter préjudice. C'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, ça oblige, et pour moi, c'est un vrai enjeu autour du diagnostic, c'est la représentation qu'on va avoir de ce qu'est l'autisme et ce que ça va impliquer dans
notamment les pratiques des professionnels qui, à un moment donné, croisent des enfants, des adolescents, des adultes avec ce profil, connu ou pas connu, vraiment. Oui. Et si je peux intervenir à ce moment-là, la question de cette rencontre entre voilà, ces jeunes patients autistes et ces professionnels pose la question de la formation. Est-ce que ces professionnels sont au courant qu'il y a le phénomène de masking? Est-ce que les professionnels sont au courant que l'autisme n'est pas forcément le cliché qu'ils ont en tête de Rain Man ou d'un série qu'ils ont vu sur TF1? Et je pense savoir, et vous pouvez me corriger si je me trompe, que aujourd'hui, un étudiant en faculté de psychologie qui ne s'intéresse pas spécialement à l'autisme, qui ne va pas se former, il ne va pas choisir une option, un master en particulier sur ce sujet, eh bien, on va faire ces 5 années sans vraiment avoir eu de formation à proprement parler sur l'autisme, et va ensuite, voilà, éventuellement devenir psychologue clinicien, éventuellement rencontrer de tels patients, et ne pas être formé, ne pas être armé face à un tel dossier. C'est juste de dire ça? Oui, ça c'est totalement juste. Deux, c'est important d'insister dans le prolongement de ça, sur le fait que aujourd'hui, malgré une pléthore d'études, d'universités et d'universitaires brillants, malgré une pléthore de témoignages, cette question de l'autisme adulte et de notamment ces stratégies de masking sont des questions qui sont toujours remises en doute. Et là aussi est l'enjeu du diagnostic et l'enjeu de perpétuer des centres comme le CRAL, c'est-à-dire des centres qui ont aussi pour mission de diffuser une information la plus pertinente, la plus récente, et d'ouvrir des questionnements autour de la problématique de l'autisme adulte. Mais vous dites ça, et puis apparaît dans les médias le directeur médical du CHU de Liège, et qui va à contresens de ce que vous venez de dire, qui produit des discours qui va dans le sens des stéréotypes, et pas voilà, des études avancées sur les questions de masking, sur ce que vous avez dit, sur les patients qui arrivent très informés. C'est un discours qui n'est pas compatible avec ce que vous venez de décrire. Oui, vous avez raison. Maintenant, voilà, le directeur médical n'a pas pour, du CHU n'a pas pour responsabilité de maîtriser l'ensemble des questions que le CHU traite. Après, il est peut-être à un niveau un peu trop élevé pour connaître la technicité de la question. J'ai envie de dire quelque part à chacun son métier. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au niveau... un des enjeux et un des dommages réels de l'éviction des adultes de la convention CRA, même s'il y a une espèce de centre qui va se perpétuer au CHU, l'enjeu fondamental, c'est au-delà du diagnostic. Donc il y a une question de qualité du diagnostic, hein, ça je ne peux pas préjuger de comment ces choses vont être faites ou par qui, mais il y a une question sous-jacente qui est essentielle pour moi, qui est vraiment la question de l'information, de la formation, de la diffusion, des moyens donnés, laissés à la nécessité pour les professionnels d'un centre d'être formés, d'être informés et de s'interviser. Moi j'ose dire assez simplement ce que... si on reconnaît quelques compétences dans la question du diagnostic, de l'accompagnement des adultes, je les ai acquises grâce à mes collègues. C'est à travers la discussion clinique, c'est à travers... avec vos pairs, voilà. Exactement, c'est comme ça qu'on se forme, hein, au-delà de ce qu'on peut lire, de ce que... Donc voilà, il y a parmi les missions du CRAL cette formation continue, cette formation des nouveaux psychologues qui sont en train de se former. Et ça vous paraît en bonne voie ou au contraire? Non, c'est pas du tout en bonne voie. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé de... Enfin, quand je dis qu'on n'a pas avancé d'un iota depuis 15 ans, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a par exemple, il y a à l'initiative de ACT, qui est un centre
installé à l'Université libre de Bruxelles, il y a un certificat interuniversitaire qui a vu le jour, interuniversitaire autour de l'autisme. Et c'est génial. Et ACT est un service de pointe qui fait de la recherche maintenant, et y compris qui s'interroge sur la question des adultes autistes. Maintenant, ça n'est pas parce que ce centre existe que la formation initiale des psychologues, et des psychiatres, des pédopsychiatres est suffisante, ou des paramédicaux au sens large, et certainement que la formation continuée est insuffisante aussi. Or, il y a vraiment des pistes à investir par rapport à ça. Et donc, enfin, plus que des pistes, des moyens à investir. C'est en ça que peut-être que la suppression crâle adulte, enfin, je mets des tas de guillemets autour de ça, peut être une opportunité. On peut peut-être expliquer concrètement ce qui va se passer. Donc, il y a une scission, une division du crâle tel qu'il existe aujourd'hui, entre d'une part un crâle pour les enfants et les adolescents, et d'autre part un crâle dédié aux adultes. Le crâle pour les enfants et les adolescents reste subventionné par la convention de l'INAMI. Ce ne sera pas le cas de la partie adulte. C'est un choix assumé, voilà, de se diriger en priorité vers les enfants. Le discours qui est présenté, c'est de dire que il faut diminuer les files d'attente, diminuer les délais en priorité chez les jeunes enfants, puisque c'est une période importante d'un apprentissage et qu'il faut prendre ça en compte le plus tôt possible. Et donc, on subventionne la partie enfants et adolescents avec l'enveloppe de l'INAMI, et financement un peu plus opaque, un peu plus mystérieux au sujet de la partie adulte. Vous pouvez nous expliquer ? Enfin voilà, moi je n'ai pas d'informations claires par rapport au financement de la partie adulte. Le discours du CHU, c'est de dire on va mettre en place tous les moyens disponibles pour diminuer l'impact sur le patient. Ce qui est très bien. Moi, je ne sais pas exactement comment ils vont faire, et si c'était aussi simple que ça, enfin, ça aurait pu être fait avant. L'un n'empêchait pas l'autre. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect financier à charge du patient, mais ça ne résout pas l'aspect, les moyens financiers qui sont nécessaires pour maintenir une qualité au sein de l'équipe et une dynamique qui est vraiment une dynamique pluridisciplinaire. Et vous êtes déçu justement, puisque vous parliez de cet échange avec vos pairs, vous êtes déçu de cette scission moi, j'ose dire, parce que je le pense fondamentalement, que c'est une aberration. C'est une aberration à plein de niveaux. D'abord, je reviens un peu à ce que vous disiez, priorité aux enfants. Bien entendu que ça fait partie des priorités. Mais pour un certain profil d'enfants aussi. Je veux dire, quand on parle des prises en charge précoces, on parle d'un certain profil d'enfants autistes. On parle moins de ces enfants adolescents qui sont diagnostiqués beaucoup plus tardivement et donc qui nécessitent aussi un accompagnement. Mais on sait que dans le parcours de vie de ces enfants adolescents avec un profil autistique différent, souvent avec justement plus de masking, etc., etc. Les difficultés, elles vont se poser à des moments autres, et notamment au passage de la vie adulte. Et que il n'est pas rare de voir des adolescents réussir une scolarité sans grande difficulté, et puis échouer soit au moment des études supérieures, soit après les études supérieures au moment de l'emploi, parce qu'il y a des tas d'autres exigences auxquelles ils ont du mal à faire face. Ça, c'est un aspect des choses. Le deuxième aspect qui fait que je trouve dommage, voire dommageable, de créer une scission entre enfants et adultes, c'est qu'on n'exploite pas assez ce que les adultes nous apportent comme information de leur jeunesse, de leur enfance, de leur adolescence. Et on ne l'exploite pas assez pour soit diagnostiquer des adolescents qui viennent avec une suspicion d'autisme, et parfois on va ne pas confirmer cet autisme pour de mauvaises raisons, entre guillemets. On ne les exploite pas assez pour ça. Et les informations apportées par les adultes sur leur adolescence pourraient éventuellement être des clés pour
pour mieux comprendre ces profils-là. C'est pas pourrait, c'est vraiment peuvent. Vraiment. Vous avez un exemple de ça, concret, sans entrer dans l'intimité des patients, mais quelque chose qui vous a été raconté par un patient adulte et qui vous a permis de... Mais on parlait du masking tout à l'heure. Oui. Concrètement, mais sans lien avec le masking, et en même temps, je veux dire, pour ainsi dire, tous les adultes expliquent qu'ils ont un moment eu ce sentiment d'étrangeté, c'est-à-dire ce sentiment d'être un peu différent sans nécessairement identifier le pourquoi. Mais ce sentiment d'étrangeté, il vient très vite et parfois très tôt dès l'école primaire. Et il est à l'origine d'un ensemble de stratégies, dont le masking. Mais comme il est à l'origine parfois des situations plus graves comme du harcèlement ou comme de l'isolement ou même de l'automutilation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas du tout, ou pas suffisamment. Et dans le prolongement, pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toute cette question autour du ressenti, autour des émotions, autour de mettre des mots sur son ressenti interne. Les adultes disent que c'est compliqué, mais ils disent que c'est compliqué depuis, entre guillemets, toujours. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on exploite très très peu et qu'on exploite, de mon point de vue, insuffisamment lorsqu'on pose un diagnostic, y compris chez des enfants et des adolescents. C'est un domaine qu'on investigue, de mon point de vue, pas suffisamment. Et j'en ai déjà plusieurs fois discuté avec mes collègues du CRAL. Il y a vraiment là des éléments qui mériterait d'être approfondi parce que ça amène par la suite plein de pistes et parfois c'est une nécessité pour éviter aussi des complications, voire du surhandicap. On ne mesure pas nécessairement suffisamment que le fait de ne pas correctement appréhender ses propres vécus a des conséquences sur notre santé au sens large du terme, y compris physique, puisque l'émotion sous-jacente, par exemple l'anxiété, elle va s'exprimer par ailleurs et parfois de manière somatique, pour prendre un exemple simple. Oui, donc on fait vraiment le constat d'un échec et d'un manque de moyens, d'un manque de ressources pour bien appréhender ces questions. Je vais peut-être sortir du contexte du CRAL et... Voilà, on parlait de ces jeunes enfants ou jeunes adolescents qui ressentent ce sentiment de différence sans forcément pouvoir poser des mots dessus. Alors, dans le cas idéal, on présenterait sur leur chemin un ou une psychologue formée, experte en la matière, qui pourrait reconnaître, voir les signes de l'autisme. Et si c'est pertinent, si ça bénéficie à la personne, présenter cette étiquette-là. Il y a d'autres psychologues, d'autres sortes d'accompagnants qui ont d'autres étiquettes à présenter. Je pense notamment, puisqu'on parlait de la mauvaise formation des psychologues aujourd'hui qui n'entendent jamais parler d'autisme quand ils sortent d'université, on peut trouver de nombreux psychologues qui vont aller s'inspirer des centres Cogitos en France et qui vont rencontrer ces jeunes enfants et leur dire qu'ils sont HP, qu'ils sont haut potentiel, qu'ils sont des zèbres. Quel est votre regard sur ces pratiquants-là ? Débat large. Moi, je ne prétends pas avoir une quelconque expertise dans toute cette question du haut potentiel intellectuel. Maintenant, si on regarde quand même d'un peu plus près la littérature scientifique autour du haut potentiel intellectuel, il y a deux grands courants. Il y a un courant qu'on va qualifier d'essentialiste, qui grosso modo dit les personnes avec un haut potentiel intellectuel ont des caractéristiques communes et on parle d'hypersensibilité émotionnelle, etc. Et l'autre grand courant alors ? Mais justement, voilà, il y a d'un côté ce courant essentialiste qui dit non, les personnes HP ont des profils... des pensées en arborescence, des hypersensibilités émotionnelles, etc. Et puis il y a un courant qui est un courant peut-être plus rigoureux. Alors je sais que c'est un qualificatif un peu biaisé, voilà, mais qui dit mais non, ça non, il y a pas de profil type maintenant.
il y a quelque chose qui est entre les deux et qui n'est pas inintéressant. J'ai un patient qui me disait, mais moi j'ai des gens qui ont été qualifiés d'HP et de zèbre, et le fait d'avoir été qualifiés d'HP et de zèbre les ont beaucoup aidés. Ouais. Donc, voilà. Et donc, mais de même que la psychanalyse a aidé certains patients et sont ravis d'avoir été voir un psychanalyste. Il faut malgré tout s'interroger sur la pertinence de certaines méthodes. À titre d'exemple, j'avais eu un échange comme ça, indirect, avec un centre, justement un service pour étudiants à un besoin spécifique d'une université. Et puis il avait été question de se dire, mais tiens, est-ce que présenter un haut potentiel intellectuel signifie qu'on a droit à un service d'étudiants à besoin spécifique? C'est tout le paradoxe, c'est de dire, mais alors, on peut, voilà, je suis un peu bête quand je dis ça, mais je peux imaginer que les gens qui font des études supérieures sont des gens qui ont un QI au moins dans la moyenne, voire au-dessus de la moyenne, qu'on peut y avoir une proportion plus importante de personnes avec un HP, et donc toutes les personnes avec un HP, donc une grande partie, une partie importante des étudiants universitaires seraient des étudiants à besoins spécifiques au nom du fait qu'ils ont un HP. Enfin, là, on rentre dans quelque chose qui est aberrant. En fait, la grande difficulté que j'ai avec cette notion de HP, c'est que c'est une définition qui est assez variable, comme vous le disiez tout à l'heure, et parfois ça va être employé pour désigner des personnes effectivement avec un QI relativement élevé. Parfois on va parler de zèbre, on va parler de HP pour parler de quelqu'un qui a des hypersensibilités émotionnelles, a des troubles de l'attention, et finalement pour moi c'est un terme vraiment fourre-tout, où on va avoir des traits, mais que j'aurais plutôt tendance à attribuer à des diagnostics qu'on peut trouver par exemple dans le DSM, où il y a qui ont été sujets d'études scientifiques plus rigoureuses, comme par exemple le trouble de l'attention, par exemple l'autisme. Souvent, oui, effectivement, la question d'un quotient intellectuel peut-être plus élevé que la moyenne, et on va prendre tous ces profils-là et dire ah mais voilà, tu es HP. Et avec aussi dans ces écoles de pensée-là, et je pense en particulier au Centre Cogito en France, un petit peu une logique, puisqu'elle n'est pas bien informée sur la nature autistique ou autre de certains de ses patients, et n'est pas en mesure d'apporter des réponses qui correspondent vraiment à leurs besoins, va présenter un discours qui se conclut en disant, grosso modo, mais tu es trop intelligent pour être heureux. C'est un peu ça la logique de ces trucs-là. Et donc moi, je suis toujours très mal à l'aise dès que j'entends quelqu'un parler de ces trucs-là, parce que c'est fourre-tout, et c'est... Enfin, comme vous le disiez, il y a des patients que ça a aidé, mais moi, je vois ça comme une absence de bonne réponse, finalement. Mais encore une fois, plutôt biaisé de ma part. Oui, mais je vous rejoins. Ça soulève quand même un autre enjeu, si je peux me permettre de revenir à la question de l'autisme, qui est le risque de véhiculer la même représentation pour le diagnostic de l'autisme. C'est de dire, mais c'est une espèce de fourre-tout, alors que précisément, enfin, moi je défends la position totalement inverse. C'est un profil. C'est un spectre. C'est un spectre. Une grande variété. Oui, mais avec des patterns. Des patterns identiques, ouais. Avec des patterns communs, qui vont s'exprimer de manière parfois différente, mais les patterns sont là. Et les patterns et les liens entre les patterns. Maintenant, il ne faut pas limiter ces patterns aux représentations un peu toutes faites. Il y a des difficultés au niveau des relations, au niveau de la communication, et puis des intérêts un peu particuliers. Les choses sont à nuancer. Il y a des difficultés, il y a des particularités, je préfère ce mot-là, mais elles vont s'exprimer de manière différente et pas de manière aussi caricaturale qu'on s'imagine. Vous parlez voilà, justement des caricatures, de la représentation de l'autisme dans l'imaginaire collectif et de la grande diversité qu'il y a en réalité, malgré oui, effectivement la présence de patterns. On peut se reconnaître entre nous, on a un petit radar. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'autisme et à mon propre autisme, donc dans le cadre de ce podcast, c'était il y a quelques années, je me suis rendu au SUSA,
Et j'ai interrogé donc Eric Willet et Guilain Magerotte. Et on parlait de la question de la diversité des profils. Donc j'ai entendu par exemple là-bas que c'est absolument faux de dire qu'il y a autant de patients femmes que hommes. C'est majoritairement des hommes et nous, des femmes ici, on en voit très peu. J'avais ensuite réalisé un autre épisode avec Hugues Dayen, donc le monsieur cinéma de la RTBF, pour parler de cinéma, et on a également parlé de son fils autiste. Et là, il y avait un discours assez typique de la part des parents, et c'est vers ce sujet-là que j'aimerais vous amener, qui était de dire, qui était de prononcer un grand agacement vis-à-vis des personnes qui s'expriment au sujet de l'autisme dans les médias, des personnes autistes. Un grand agacement de dire, mais on ne veut pas que ce soit ça l'image par défaut. On présume que l'autisme, c'est un truc sympa chez des gens très autonomes et très intelligents. Alors que nous, les parents, ben, on souffre, on rentre chez nous, et on a un enfant en crise et on noie notre détresse dans l'alcool et les médicaments, etc. Et il y avait un grand agacement voilà, qui est inhérent vis-à-vis du spectre et de la grande diversité de profils, du fait que l'autisme tel que eux le rencontrent dans leur vie n'est pas du tout celui qui est forcément représenté quand, par exemple, Guillaume Haché passe à la RTBF le dimanche matin pour expliquer l'autisme pendant 10 minutes. C'est pas exactement la même chose. Et il y avait vraiment un agacement presque violent. Et donc, il y a une scission importante entre les discours, d'une part, du corps médical, voilà, des psychologues qui soient formés ou non, et voilà, un certain discours va venir de cette famille-là. Un autre discours va venir de la part des personnes directement concernées, qui va prôner plus d'inclusion, qui va prôner une reconnaissance de handicap, une diversité de profils, et qui va demander à pouvoir prendre la parole et apparaître dans l'espace médiatique pour être connu de la population générale. Et enfin, on a les parents qui n'aiment pas du tout ce dernier discours et qui sont très agacés. J'ai pu discuter avec des personnes, il y a un groupe Facebook Autisme Belgique, et j'ai pu discuter avec une des administrateurs qui m'expliquait que l'autodiagnostic, ça la mettait très mal à l'aise et qu'elle avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'imposteurs et que... Enfin, il y avait une prise de position qui était vraiment en décalage avec les discours qui émanent davantage des personnes concernées. Et voilà, et effectivement, donc plutôt une envie que quand on parle d'autisme dans l'espace public, mais ça doit être cohérent avec leur expérience, qui est une expérience peut-être, mais qui est davantage celle de crise, de meltdown, de difficultés, de handicap importants. Et donc, voilà, une grande scission entre ces trois grandes familles pour présenter ça comme ça. Comment est-ce que vous voyez ça de votre point de vue et comment est-ce que vous voyez ça évoluer à l'avenir? Je pense que le discours d'Éric Huillet a... C'était il y a 3 ans, peut-être qu'il a évolué. Il y a 3 ans, ça c'est dommage, parce que j'espère qu'il a évolué depuis. Enfin, il y a 3 ans, on sait depuis bien plus longtemps qu'on n'est pas dans un ratio homme-femme tel qu'on l'expliquait, tel qu'on le présentait il y a 10 ans. Après, le problème, c'est un peu de supposer la souffrance. Hein. Moi, je respecte tout à fait les difficultés des parents et comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler au CRAL, une part importante de mon travail était d'accompagner les familles. Et, alors, je le fais moins maintenant, mais il y a une vraie souffrance et elle est légitime. Tout à fait. Voilà. Donc, la question n'est pas de délégitimer cette souffrance, mais la question, c'est pas, et quand même aussi de me dire, oui, mais être adulte autiste, ça n'est pas sympa. Je veux dire, parce qu'on présente un peu parfois les choses de cet ordre-là. Mais je veux dire que, par exemple, moi-même, mon profil, j'ai des difficultés, mais je reste... j'ai beaucoup de privilèges, j'ai une vie relativement confortable et malgré tout, voilà, je parle d'autisme dans l'espace public et je peux comprendre que effectivement ces personnes-là, quand elles écoutent mon discours, et j'essaye de toujours préciser que voilà, il y a une grande diversité de profils et que ça n'est pas forcément toujours comme chez moi.
Mais je peux comprendre effectivement un certain agacement. Oui, mais il y a des discours qui ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont pas prononcés. Donc il y a des adultes qui sont dans des situations qui sont dramatiques. Il y a des adultes qui parlent et qui évoquent explicitement une demande d'euthanasie. Il y a, Ouais, tout à fait. voilà, il y a, on sait que les chiffres sont affolants en termes de tentatives de suicide ou Il de n'y a, suicide. a pas de chiffres en Belgique, mais je pense qu'en France, il y a eu des ressources à ce niveau-là d'enquête au sein de personnes autistes qui ont... Avez-vous déjà songé au suicide? Avez-vous déjà pratiqué l'automutilation? Et les ratios sont vraiment, vraiment au-delà de la moyenne générale. Tout à fait, Oui, il y a ces constats-là. Mais en même temps, ces personnes-là ne sont pas forcément des profils qui seront d'humeur à aller parler à la radio, expliquer l'autisme. Ils sont pas en situation de le faire, je dirais. ils ne sont pas en situation de le faire, et même quand ils le font, ils ne le font pas entre guillemets bien. Hein. On ne peut pas dire que les personnes autistes sont nécessairement les meilleures communicantes. D'accord. Sur ce type de propos et de Je ne situations. vais pas le prendre personnellement. Quand je veux dire les meilleures communicantes, je prends une question très précise qui est, vous savez qu'en Belgique, il y a la notion de handicap passe par le SPF handicap, et dans le SPF handicap, il y a une série de critères, on va pas débattre là-dessus, mais il y a un avis qui est donné par un médecin conseil. Quand je dis que les personnes autistes ne sont pas très bonnes communicantes sur leur situation, c'est qu'elles ne vont pas exprimer leurs difficultés, leurs douleurs avec le même écho dramatique que d'autres personnes peuvent le faire. C'est à ce niveau-là aussi que je voulais insister. Ça rentrerait dans votre définition du masking Oui, ça peut rentrer dans la question du masking, ça va rentrer aussi dans la manière, cette difficulté de cohérence entre ce que je vis et la manière dont j'exprime ce que je vis. Et ça, c'est quand même très, très, très présent dans l'autisme. Ouais, d'accord. On a entendu hein, aujourd'hui voilà, cette proposition au niveau du fédéral, enfin cette décision au niveau du fédéral de remettre au travail les 500 000 personnes en situation de maladie longue durée. Moi, je n'ai aucun chiffre par rapport à ça, mais je serais curieux de savoir combien de personnes présentant de l'autisme font partie de ces 500 000 personnes. Il y a des Éventuellement coachs... des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, qui ne sont pas encore dans leur Exactement, propre situation. exactement. Enfin voilà, donc la question de la souffrance, elle soulève tout ça, et il ne s'agit pas, je me répète, de dire il y a une souffrance qui est plus légitime ou moins légitime que l'autre, mais précisément, accordons à la souffrance la même légitimité et ne nourrissons pas trop cette caricature de l'autisme où finalement c'est plutôt sympa. Je veux dire, il y a des gens qui s'en sortent vraiment bien, il y a des gens qui ne sont jamais diagnostiqués et parce qu'être autiste ne signifie pas nécessairement qu'on soit mal. Dès lors où on trouve des conditions de vie qui conviennent, où on trouve une carrière professionnelle qui convient, où on se crée les liens amicaux ou intimes utiles ou nécessaires, ou ceux qui nous correspondent, etc., etc. Donc, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas entendre ou ne pas laisser l'espace de parole utile, enfin l'espace de parole où vont pouvoir s'exprimer ces parcours, ces personnes et leur souffrance. Mais voilà, je reviens au Kral. Et là, je pense que ça, c'est un espace qui perd, qui va disparaître. Est-ce que vous avez le sentiment que le Kral, jusqu'à présent, permettait de donner une plateforme, donner un espace de parole aux personnes concernées? Ça en donnait l'illusion, en tout cas. Ça en nourrissait l'espoir. Ça en nourrissait l'espoir. Moi, je pense vraiment que, au-delà du symbolisme, c'est vrai qu'à partir du moment où, dans l'espace francophone, il n'y a plus cette référence, qui va servir un peu de repère. Je ne dis pas que... Voilà. Alors, je vois sur votre bureau un flyer de l'ASBL Autistes Associés à Liège. Est-ce que cette réponse ne va pas venir alors de l'associatif et des personnes concernées qui vont
mettre en place des sites web, des groupes Facebook, des associations et créer un espace, un réseau d'information tel qu'il n'est pas pris en charge par les autorités. Est-ce que ce n'est pas une possibilité pour l'avenir, ça? Alors, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je veux dire, c'est aussi un échec. Le monde associatif tente de faire ça depuis longtemps. Donc il est important qu'il soit associé à ce questionnement. Il est important, enfin de mon point de vue en tout cas, que les personnes autistes elles-mêmes prennent la parole, personnes et parents, etc. Mais il est aussi primordial que les professionnels se mouillent dans cet échange, cette volonté de développer des choses différentes. Cette solution-là ne résoudrait pas la question de la formation, de la formation continue. Ouais. Non, avec... pour moi, l'enjeu va bien au-delà. C'est à la fois de répondre à ces questionnements individuels, j'ai envie de dire, mais au-delà des questionnements individuels, c'est que les questionnements sont entendus par ailleurs. Avoir un diagnostic, c'est une étape essentielle dans le parcours de ces personnes. Avoir un diagnostic, entre guillemets, de qualité. Quand je dis de qualité, c'est aussi un diagnostic qui explique. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de l'autodiagnostic. Ouais. Ce dont les gens ont besoin, c'est de rencontrer quelqu'un qui va mettre des mots sur leur propre fonctionnement et qui va un peu servir aussi de miroir par rapport à ça. C'est-à-dire que ils ont besoin de comprendre comment ils fonctionnent au-delà de la manière dont ils ont pu le comprendre à travers leurs rencontres, à travers leurs livres, leurs lectures, etc. Donc, vous estimez que l'autodiagnostic n'est pas une réponse suffisante et que... Je ne dis pas que ce n'est pas une réponse suffisante. Moi, je vous fais état de mon expérience. Voilà, moi, je ne prétends pas connaître tout de l'autisme ou connaître toute la situation des adultes autistes. Mais moi, je rencontre des gens ici qui disent j'ai besoin qu'on valide mon autodiagnostic. J'ai besoin qu'on mette des mots dessus. Et j'ai besoin à la fois qu'on mette des mots, qu'on valide, que je comprenne mieux certaines particularités que j'ai, et puis qu'éventuellement on explique. C'est-à-dire que moi j'ai aussi besoin qu'on explique à d'autres, qu'on explique ou à mes proches. Forcément, les gens qui viennent vous voir sont des gens qui cherchent à vous voir, et des gens qui cherchent à avoir votre expertise et votre avis. Pas forcément tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent lire les livres de Julie Daché, qui peuvent regarder les vidéos d'Alistair, qui peuvent écouter 70 minutes avec et qui peuvent se dire « Ah tiens, effectivement, ça m'intéresse » et puis faire des rencontres dans le monde associatif par exemple et s'informer petit à petit de plus en plus et comprendre des choses au sujet d'elle-même. Et puis après quelques temps, après avoir longtemps réfléchi sur la question, vous disiez, vos patients souvent arrivent bien informés sur la question, eh bien voilà, la personne peut éventuellement finir par être à l'aise et dire bah oui, je crois que je suis autiste, voilà. Vous avez l'air de vraiment insister sur la nécessité ou sur l'importance de... Non, mais vous avez raison de souligner ça. Moi, j'ai un biais, quoi. Voilà, les gens que je rencontre sont les gens qui viennent me voir. Ouais. Donc, par définition, c'est des gens qui me demandent mon avis. Et donc, il y a des tas de gens que je ne rencontre pas et qui n'ont pas besoin de me rencontrer. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Non, mais c'est souvent remis en question, malheureusement. Hein. Beaucoup de gens qui vont dire « Bah non, tu t'es diagnostiqué tout seul, ça ne vaut rien. Moi, je vois bien que tu n'es pas autiste. » Oui, mais enfin, le fait que ce soit diagnostiqué par un professionnel et notamment moi, ça peut être mis en question aussi. Oui, mais c'est déjà un argument d'autorité, quoi. C'est déjà... Oui. Ouais, voilà. Oui. Mais donc ça aussi, ça renvoie alors indirectement à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comment nourrir aussi la connaissance de tout un chacun, de ce qu'est l'autisme, de cette diversité, de comment ça peut s'exprimer avec ou sans difficulté. Et puis on peut même rêver plus loin de comment... mieux utiliser les ressources particulières du fonctionnement des personnes, des adultes autistes, et donc leur atypisme notamment. Alors, je vais juste revenir à la question qu'on avait évoquée tout à l'heure, qui était donc les voix qui s'opposent entre, d'une part, les professionnels de santé, d'autre part, les parents d'autistes et d'autre part, les personnes directement concernées, les personnes autistes.
J'ai le sentiment que ces oppositions sont détrimentales, que c'est un conflit qui n'amène pas à faire avancer les choses. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un problème de voir ces oppositions qui reviennent systématiquement, des parents qui disent que non, ça ne compte pas vraiment l'autodiagnostic, et oh, vous dites que vous êtes autiste, mais pas vraiment. Alors, je vais reposer la question, comment est-ce que vous voyez évoluer ça? Est-ce que c'est un problème inévitable ou est-ce que ça pourra être amené à évoluer? C'est un problème inévitable dans le sens où c'est un problème qui existe depuis toujours dans le champ du handicap au sens large du terme. Et qui dépasse la question de l'autisme, qui renvoie à la question de la sévérité de la déficience et son impact sur la situation de handicap, et qui renvoie à la question alors de quels moyens je libère pour qui. C'est une question qui, quand je dis qu'il se pose dans le champ du handicap depuis toujours, on pourrait même dire de la santé, mais dans le champ du handicap en particulier, je ne dis pas que l'autisme est synonyme de handicap, hein, je n'ai pas dit ça, mais dans le champ du handicap, c'est comme ça que se pose la question de, à un moment donné, mais à qui on donne les moyens à partir du moment où les ressources sont limitées, qui on privilégie, et selon quels critères, sans pouvoir non plus énoncer de manière explicite parfois des enjeux. Oui, donc il y a des discours qui ont vraiment envie d'être très conservateurs en matière de qu'est-ce qu'un handicap, qu'est-ce qui doit être reconnu comme tel, et voilà, imaginez vraiment une personne en chaise roulante, une personne qui a vraiment une grande difficulté, et on va offrir alors à ce moment-là un discours de type charité, où on va être gentiment, on va être bon prince, on va être gentil, on va l'aider, cette personne. Euh, et puis il y a des discours qui ont envie d'être beaucoup plus, voilà, dans l'idée que tout le monde peut avoir des handicaps à plus ou moins grand niveau. Et C'est intéressant, hein, ce que vous soulignez en termes de charité, etc. Et là, si vous revenez à l'histoire de la notion de handicap, ça donne des éclairages. Je vous disais, moi, quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas nécessairement travaillé sur... Enfin, dans le champ, dans le domaine de l'autisme en particulier, il y avait toute cette question beaucoup plus large de la notion de handicap, la notion de déficience. Et puis, associé à ça, la notion de place de la personne en situation de handicap, d'intégration, d'inclusion, toutes ces questions sous-jacentes. Très honnêtement, je n'ai pas envie de faire vieux combattant, mais c'est vrai que je suis dans le secteur depuis un certain temps. Les mots ont changé, mais la situation pas fondamentalement. On reste avec des services qui vont ségréguer les choses, qui sont utiles, mais avec parfois des aides qui devraient être plus inclusives, qui ne sont pas libérées, avec des discours qui ont la vie dure, c'est qu'est-ce qui est considéré comme du handicap ou pas du handicap, avec, même d'un point de vue légal, un accès à des allocations de remplacement de revenus qui dépendent de critères qui sont quand même parfois presque d'une autre guerre. Donc, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect vraiment fondamental, mais qui n'évolue pas nécessairement, c'est la notion de diversité, d'inclusion. L'autisme renvoie à cette question de la neurodiversité, mais fondamentalement, tout le monde va dire qu'on est ouvert à la différence, tout le monde. ouais. C'est un discours commun. Personne ne va dire, sauf s'il a des choix politiques très clairement exprimés, ne va dire qu'il est contre l'idée de travailler avec un adulte autiste, et, parce que ça va être tellement riche ce qu'il peut amener. Mais dans les faits, c'est pas ça l'enjeu. Dans les faits, il est prêt à travailler, mais il ne va pas comprendre que son collègue ne vienne pas boire un pot avec lui. Donc, les questions d'inclusion sont des questions qui ne datent pas d'hier. Non, et n'ont pas nécessairement pleinement évolué.
Ouais, Euh, donc, y compris pour l'avenir, vous êtes pas forcément hyper optimiste, de ce que je comprends. oui et non. Oui et non. J'ai le Parce que sentiment que l'inclusion et que la neurodiversité est un passage obligé à partir du moment où on reconnaît que nos ressources sont limitées. Hmm. Pour continuer la réflexion que je présentais il y a un instant, moi, j'ai peut-être un avis différent du vôtre quand vous disiez que vous estimez que l'autisme n'équivaut pas, n'implique pas un handicap. Moi, personnellement, j'estime que une personne autiste qui évolue dans une société aliste ou non autiste ou neurotypique, ou on appelle ça comme on veut, c'est par définition, mathématiquement, c'est une situation de handicap qui va impliquer toute une série de répercussions. Et je pense que c'est, voilà, pour terminer la réflexion que j'avais commencé tout à l'heure, c'est là la grande différence entre les personnes qui pensent que non, le handicap c'est quelque chose de très visible, c'est très, c'est incontournable, c'est une chaise roulante, et alors que le handicap, la différence invisible, hein, comme pour citer le titre de la bande dessinée de Julie Dacher, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Tout le monde n'est pas prêt, ne souhaite pas considérer comme un handicap. Et pour moi, le shift, il est là entre ces deux façons de considérer la chose. On parlait de la question de fermeture du CRAL aux adultes, ou voilà, en tout cas la scission, voilà. Et il y a eu une question au sein du Parlement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, à ce sujet pour la ministre Glatini. Donc il y a une considération grandissante pour ces enjeux. Donc bon, c'est déjà mieux qu'avant, je pense. Oui, il y a une question grandissante. Après, il faut voir D'où on part. comment on la traite et qu'est-ce qu'on met là derrière. C'est-à-dire que Oui, en effet. vous insistez sur la notion de handicap. La notion de handicap est une notion relative et elle Bien est sûr. une notion qui... C'est une construction sociale. Exactement, exactement. Et d'un point de vue individuel, elle est vraiment spécifique à la personne et donc à son environnement direct. Mhm. Oui, Mais c'est la fameuse phrase que j'aime beaucoup et qu'on entend dans certains documentaires sur l'autisme, c'est moi, je suis dans ma chambre, je me sens pas handicapé, hein. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. oui, Parce oui. que j'aime beaucoup ma chambre. Euh, mais vous avez raison, vous avez raison. Donc, en cela, beaucoup de personnes autistes sont et se vivent comme handicapés dans un contexte qui ne tient pas compte de leur différence, d'autant plus qu'elle est invisible. Ce qui est important aussi derrière la notion de différence invisible, euh, c'est que, pour reprendre des mots un peu bateaux, mais les neurotypiques, Je sais que vous non, n'aimez pas ce mot. non, j'aime pas beaucoup ce mot, mais les neurotypiques n'ont pas accès à la nature de la différence. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et donc à l'ampleur ou aux répercussions que cette différence peut avoir sur la personne, et notamment en termes de souffrance, de handicap, etc. Ça, c'est vraiment important, il faut insister là-dessus. Mais la notion même de handicap en termes d'environnement est une notion qui est aussi piégeuse, parce que elle sous-entend que il suffit d'adapter l'environnement pour que le handicap disparaisse. Alors, il faut alors s'entendre sur ce que c'est l'environnement. L'environnement, ça n'est pas que l'environnement physique, parce que là, c'est une autre manière de faire ressortir la chaise. La chaise, on la voit. L'environnement physique, on le voit. Ce qui va générer du handicap chez la personne autiste, c'est aussi l'environnement non physique. C'est la manière dont les gens l'accueillent, c'est la manière dont elle peut interagir, c'est dans les aspects physiques, c'est aussi les aspects temporels, etc. etc. C'est tout ça qui peut être à l'origine de difficultés de handicap. Ce que je disais, simplement, quand je disais ça ne signifie pas nécessairement une situation de handicap, c'est qu'il y a des gens qui réalisent leur vie sans nécessairement se poser la question de l'autisme, parce que
parfois par bonheur, ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui fait qu'ils n'ont jamais vécu de difficultés, ou en tout cas Ça me paraît très théorique. C'est pas si théorique que ça. Ça n'est pas si théorique que ça, et Vous ça avez déjà renvoie à la rencontré question de aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus ou moins de personnes qui présentent de l'autisme, ou est-ce qu'il y a plus de personnes qui vivent des difficultés liées à ça? Socialement, on est peut-être, c'est une question, moi je n'ai pas de réponse mais définitive sur la question, mais on est peut-être socialement dans une société qui est plus exigeante pour les personnes qui présentent de l'autisme, pour les personnes autistes. Que les règles sociales sont différentes, que les carrières professionnelles sont différentes, que les compétences attendues sont qualitativement différentes, etc. etc. Et que simplement l'environnement est beaucoup plus sollicitant, ne fût-ce que sensoriellement. Et que ça, c'est un ensemble de facteurs qui génèrent du handicap chez les adultes autistes. Oui, mais donc c'est finalement, vous faites la distinction entre le handicap, donc construction sociale, personne autiste qui vit dans un contexte non autiste, voilà, moi j'aime bien le mot aliste, et d'une part ça, et d'autre part une personne qui, elle aussi, est autiste dans un contexte aliste, mais n'a pas ressenti le handicap qui est face à elle. C'est comme ça que je présenterais les choses. N'a pas ressenti ou a eu l'opportunité de ne pas le ressentir. S'il n'est pas ressenti, est-ce qu'il existe? Je suis plutôt de l'avis que oui, mais... Oui, je pense qu'il existe, même s'il n'est pas ressenti. Voilà. Le débat est clos. On approche vers tout doucement de la fin de notre entretien. Vous opérez donc à ce stade toujours au sein de cette division adulte du CRAL, même si vous ne voyez pas trop... Tout ça est encore très récent, hein, mais vous ne voyez pas trop comment ça va fonctionner à l'avenir. Et à côté de ça, vous proposez des diagnostics en libéral. Et donc, là, les délais sont plus courts. J'ai regardé, si on voit un rendez-vous chez vous pour... un premier rendez-vous pour diagnostic, il faut attendre à peu près 5 mois. Les premiers rendez-vous sont en octobre. Est-ce que... Parce que concrètement, c'est le discours qui est présenté de la part du CHU Liège, c'est de dire que c'est le libéral, c'est le privé qui va être à la hauteur des enjeux et qui va répondre aux besoins de la population adulte pour les diagnostics. Ça présente déjà un premier problème qui est le fait que c'est plus cher pour les patients, c'est moins remboursé qu'une série de rendez-vous, une série de consultations au sein du CHU de Liège. Est-ce que le paysage belge est à la hauteur des enjeux si on dit que la solution va venir du privé? Non, mais pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, voilà, c'est-à-dire la formation. Exactement, mais voilà, au-delà de la formation, pour la question aussi de... si on prend ma situation personnelle. Moi, jusqu'à présent, je pratiquais en libéral et au sein du CRAL. Et j'ose dire que le libéral a profité des opportunités que m'offrait le fait de travailler dans une équipe et dans les échanges, avec les échanges que ça permettait. Donc, on sent que vous le regrettez. Hein. Ça, je le regrette. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, si je ne travaille plus qu'en libéral, ma responsabilité est de continuer à me nourrir à travers des rencontres. Donc, si le libéral répond ou peut répondre ou doit répondre, il s'agit de voir comment constituer, je ne sais pas, des pôles d'excellence, des discussions, des échanges, comment permettre aux gens qui travaillent en libéral de bénéficier d'intervision, de discuter de situations plus compliquées ou qu'ils jugent plus compliquées, etc. Donc ça c'est un enjeu important par rapport au diagnostic. Vous disiez tout à l'heure que l'associatif, les adultes autistes imaginaient éventuellement identifier les bons et les mauvais psys, en tout cas les gens qui... Je pense que là aussi, il y a vraiment un travail peut-être de co-construction à réaliser en termes de... Mais quels dispositifs vont garantir la qualité des avis des professionnels, voilà. Mais alors, quelle énergie il va falloir dépenser pour ça?
Et qui va soutenir cette énergie? Et là, ça renvoie aussi aux politiques. Vous soulignez tout à l'heure la question parlementaire. Bon, voilà, cette question parlementaire, elle répond sans répondre, mais elle ne met pas en avant, en tout cas de mon point de vue, suffisamment en avant la situation des adultes autistes. Vous soulignez tout à l'heure cette tension entre adultes autistes, entre certains professionnels et puis la vie des parents d'enfants ou d'adultes autistes, mais avec des profils parfois différents. Vous soulignez aussi cette tension. Donc, on n'évitera pas cette tension, mais la question, ça va être de se dire comment on les dépasse. Et ça, moi, j'ai pas de réponse. Ouais, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Mais il faut pas les dépasser en imaginant que ça n'existe pas. Voilà, c'est... faut l'adresser, il faut adresser le problème. Exactement. Et pas juste. Et il faut l'amener au débat. Et donc, ouais. ça, c'est intéressant. Parce que c'est aussi de votre responsabilité en tant que journaliste de remettre ces questions au centre d'une série de débats. Mais alors, ça pourrait être le cas pour tout citoyen. Vous savez qu'à la fermeture du CRAL, il y a eu cette pétition. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais que 2000 personnes signent une pétition, je me dis, c'est pas banal, quand même. Une couverture dans la presse. Mais oui, effectivement, comme vous le disiez, c'est pas banal. Il y a une préoccupation de ces enjeux. Voilà, le problème est acté, quoi. Le problème est constaté. Les réponses, pas tellement. Les réponses, pas tellement, ou pas encore. Maintenant, quand on parlait d'opportunités, le CRAL adulte existant sous cette forme, en tout cas sous la forme actuelle qui va bientôt mourir, à la fois ça pointait les difficultés, hein, notamment cette liste d'attente importante, et en même temps ça les masquait, puisqu'il y avait une espèce de réponse à cette liste d'attente. En tout cas la situation des autistes adultes. Donc en ça... on peut dire que la fermeture du CRAL met la lumière sur cette difficulté, mais vous savez comme moi que parfois les difficultés, même si voilà, on met le spot sur les poussières sur le sol, et puis si on met les poussières en dessous du tapis, on ne voit plus les poussières. Donc moi je sais que les adultes autistes sont fédérés, je sais qu'ils sont capables de se mobiliser, etc. Mais vous savez comme moi que cette question, elle n'est pas neuve, contrairement à ce que certains disent. La question de l'autisme adulte est une question qui n'est pas neuve. Disons que j'ai le sentiment que, comme vous le disiez, en 2019, on téléphonait au CRAL, on avait une liste d'attente d'à peu près 5 ans. Puis en 2021-2022, c'était 16 ans. Donc il y a eu un crescendo, la courbe a monté en flèche. Et moi j'ai le sentiment que c'est lié, je le présume, hein, mais j'en sais rien vraiment, mais que c'est lié donc aux nouveaux médias, aux youtubeurs, aux podcasteurs qui en parlent. Moi, le jour où on s'est rencontrés, donc c'était le 3 avril, à l'occasion de la journée chaussettes bleues organisée par Autisme en Action. Voilà, la même journée, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a expliqué que c'était en écoutant mes podcasts qu'il s'était posé la question sur l'autisme et qu'il s'était interrogé. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, il s'identifie comme autiste. Je sais pas, je connais pas le reste de son parcours, mais donc je pense que ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience collective et la circulation de l'information vis-à-vis de ces questions que permettent ces nouveaux médias. Et voilà, je pense que c'est ça qui est nouveau. En partie, oui, vous avez raison. Moi, je mesure mal, je pense qu'il y a des études, hein. Chamac mettait ça en évidence, le nom de l'autisme à travers les médias, etc. Mais Julie Daché, les témoignages de Julie Daché, la différence invisible, c'est pas neuf. Ça l'a sorti quoi, il y a 4 ans? Je pense qu'il y a un peu, oui, enfin moi j'avais en tête un peu plus, mais vous parliez de Joseph Chevanec, ses premiers ouvrages, c'est quoi? C'est 2005-2006 quand même. Voilà, maintenant... Mais je suis pas sûr que ce soit les discours dont on parle, ceux qu'on trouve dans les livres de Joseph Chevanec, mais... Oui, voilà. Oui, vous avez raison. En même temps, là, vous donnez un peu d'eau aux gens qui pensent que c'est un peu à la mode. Mais non, mais c'est pas justement. Je contredis cette question-là en disant il y a
une information qui devient disponible pour permettre aux gens d'être confrontés à des questions au sujet d'elles-mêmes, au sujet d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Oui. Maintenant, oui, la question de l'information est une question la disponibilité de l'information est bien plus importante. Et les témoignages sont bien plus officiels. Alors, j'ai oublié le nom de cette journaliste, mais qui, justement, le 2 avril, journée de l'autisme, présentait son livre sur Arte, vous la connaissez peut-être, qui témoignait de son autisme, livre témoignage, très, très, très bien écrit, et de son parcours et de ses particularités de fonctionnement présentes depuis l'enfance et d'un diagnostic à plus de 50 ans. Donc, Sylvie Sando ? Oui, c'est ça. Évidemment, ce type de témoignage, ça fait écho chez plein de gens, et en particulier chez les gens qui ont un parcours compliqué et qui s'interrogent depuis longtemps de pourquoi c'est si compliqué, et parfois ont posé la question à un état de psy différent et n'ont jamais obtenu de réponse satisfaisante à leurs yeux. Un dernier sujet que vous voudriez aborder avant de se quitter, ou est-ce qu'on a fait le tour ? Bon, on n'aura jamais fait le tour. On n'aura jamais fait le tour. Voilà, simplement une observation, et toute la question de la neuroatypie est une question qui est pas suffisamment aujourd'hui réfléchie en termes d'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie la diversité dans une société, que ce soit une école, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, enfin peu importe, ou un groupe d'amis, qu'est-ce que ça signifie et quel est son apport, et comment on donne une place pour que cette diversité s'exprime. Pour moi, c'est un vrai enjeu, ça. Il y a eu, ces 10, 15 dernières années, une prise de conscience collective vis-à-vis, par exemple, des enjeux en termes de sexisme, de racisme, des enjeux en termes d'homophobie, de diversité, par exemple en termes d'orientation sexuelle, d'identité de genre, des choses qui s'installent de plus en plus dans le discours public. Et en ce qui concerne la neurodiversité, on n'a pas encore fait notre révolution. Est-ce que vous me rejoignez ? Oui, voilà. Je vous rejoins pleinement, oui. Marco Di Luca, merci beaucoup pour ces un peu plus de 70 minutes passées avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je remercie encore une fois Marco Di Luca pour les 70 minutes qu'il a passées avec moi. Sujet passionnant, sujet d'actualité assez brûlant qui impacte de nombreuses personnes. Je rappelle que le 9 juin prochain, il y aura une manifestation silencieuse, une manifestation autiste-friendly devant le CHU de Liège, justement, pour répondre à cette décision que la communauté autiste n'approuve évidemment pas. De mon côté, énormément de choses qui se préparent pour la rentrée prochaine de 70 minutes avec des invités qui pèsent et des changements importants, vous allez voir, je vous réserve quelques surprises. Et en ce qui concerne les semaines prochaines, on part normalement sur les TCA et l'antisémitisme. À bientôt!